important for our peoples. Thank you. Thank you. Thank you. I like him a lot. Le président américain devrait marteler son discours ultra-sécuritaire au lendemain d'une rencontre qui a tourné court avec les leaders démocrates du Congrès. Je viens de quitter une réunion avec Chuck Schumer et Nancy Pelosi, une totale perte de temps. J'ai dit bye bye. To protect our nation from smuggling, trafficking, drugs, crime, the men and women of DHS are building the border wall as we sit. The poisons are flowing across our border, and we're hitting it from every angle. Impenetrable, physical, tall, powerful, beautiful southern border wall. If there's a concrete wall in front of you, go through it, go over it, go around it, but get to the other side of that wall. Get to the other side of that wall. Quand même beaucoup mieux ce pneu-là que celui du premier épisode. Des personnes animées par de mauvaises intentions veulent reconstruire des murs, et c'est mal. Et pourquoi est-ce que c'est mal? Car tout simplement, construire des murs, c'est mal. J'ai choisi un tout petit objet, mais qui est énorme. Ce sont des fragments du mur de Berlin. Parce que moi, je me souviens que quand j'avais l'âge de M. Bardella, il y avait un mur. Ce mur, il s'est effondré, personne ne s'y attendait. En novembre 89, on s'était fait le serment à des millions d'Européens qu'on ne reconstruirait jamais de mur. On vient d'entendre ceux qui veulent reconstruire des murs. J'ai entendu dire que certains États avaient encore des séparations physiques entre eux. Non, laissez tomber, les États qui pratiquent ce genre de choses sont à mon avis des régimes fascistes où on entend le bruit des bottes, je pense. Le mur de séparation israélienne. Mur construit par le parti travailliste israélien, donc un parti de gauche ou plutôt de centre-gauche. Mur construit sous Ariel Sharon, Premier ministre d'Israël de 2001-2006. Mur condamné 3 fois par la Cour suprême d'Israël, et d'ailleurs 6 décisions de l'ONU ont aussi condamné le mur, mais ça n'a pas empêché sa construction. Oui, d'accord, c'est le Moyen-Orient, mais en même temps tu peux pas faire un parallèle entre Trump et le conflit israélo-palestinien. Soit. Voici le mur de séparation entre l'Autriche et la Slovénie, mur présent à l'époque de l'URSS, et d'ailleurs on l'a toujours gardé sous l'ancienne forme du rideau de fer, c'est-à-dire il suit exactement le même tracé. Le 28 octobre 2015, l'Autriche annonce vouloir ériger un mur de 4 km pour empêcher l'arrivée des migrants. Décision prise par une coalition de centre-droit et centre-gauche. Non mais je peux pas te laisser dire ça, l'Autriche est un pays anti-migrant, comme beaucoup d'anciens pays du bloc soviétique. Bien, voici la frontière entre la Grèce et la Turquie, frontière située le long de l'Evros, qui est la seule barrière naturelle en fait entre la Grèce et la Turquie. Cette barrière anti-migrants a été annoncée par un gouvernement de centre-gauche dirigé par Antonis Samaras en 2012. Ah oui aussi, rappelons d'ailleurs que la Grèce n'a jamais fait partie du bloc soviétique, à l'époque c'était la dictature des colonels, c'était pas légèrement le même délire, c'était d'ailleurs plutôt l'antisocialisme. De toute façon, tu ne prends que des pays qui te servent pour justement ramener ton discours biaisé. Ça, c'est à Calais. C'est la barrière présente en France pour empêcher aux migrants de Calais d'arriver en Angleterre par le tunnel sous la Manche, et aussi de risquer des accidents. Donc du coup, on va peut-être arrêter de penser que les séparations physiques entre les États sont des questions de racisme. Mais alors si c'est pas une question de racisme, est-ce qu'au final ça peut être une question de bon sens? On se retrouve en cette sacro-sainte période d'élections européennes avec des ardents défenseurs d'un monde ouvert aux 4 vents et aux 4 tempêtes, mais pourtant, en Europe, les européistes construisent toujours des murs. Voici la frontière entre le Maroc et l'Union européenne. Alors 2 barrières sont construites. La première, la barrière de Melilla, longue de 9,6 km, et l'autre, celle de Ceuta, de 6,3 km. D'où la question suivante. Trump a-t-il raison? D'abord, il faut amener certains éléments de contexte.
Le mur n'a pas été construit par Trump, il était déjà présent depuis très longtemps, c'est George Bush qui a ordonné sa construction. D'ailleurs, il n'a pas été démantelé par le sacro-saint Barack Obama. Donc le mur a 13 ans, et à l'époque, les Américains y étaient hostiles, donc il n'a pas été construit par électoralisme, ou en tout cas pas pour flatter une majorité d'Américains. Donc on relativise déjà la question électorale. Dans l'histoire américaine, la répression de l'immigration mexicaine avait surtout pour but d'empêcher le dumping social, mais aussi, évidemment, des raisons sécuritaires, notamment pour des criminels qui pourraient fuir aux États-Unis pour éviter d'être jugés chez eux, voire carrément tués, c'est le Mexique les gars. Sous Reagan d'ailleurs, on avait pris un arrêté qui réprimait les patrons qui engageaient des sans-papiers mexicains. C'est facile d'engager un travailleur sans-papier, c'est tout bénef. Tu les payes comme tu veux, tu les payes donc moins, tu les exploites, ça met la pression aux autres parce qu'ils ont peur de se faire remplacer. Ouais, on a tout plein d'avantages en fait à engager des travailleurs sans papier. Saviez-vous qu'il y a un espace économique où le dumping social est complètement légal? Directive des travailleurs détachés du 16 décembre 1996 qui permet d'engager une personne dans un pays pour la faire travailler dans un autre, on cotise au niveau du pays A et on paye au salaire du pays B. Et voilà mes chers amis, alors ici maintenant j'interromps la vidéo pour repréciser ce que j'ai coupé au montage, car j'avais pris l'exemple d'un travailleur ukrainien venant travailler en Europe, ce qui est complètement débile parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union Européenne et n'est même pas dans la zone euro, donc du coup je ne peux pas laisser un exemple pareil. Donc voilà, alors ici j'ai sous les yeux des chiffres de SMIC mensuel brut de l'Union Européenne en 2018, c'est un article du journal du net, j'ai mis le lien dans la description si vous voulez le lire. Alors voilà, je vais déjà vous afficher ces deux schémas, vous pouvez voir que beaucoup de pays de l'Est sont largement en dessous du taux de cotisation de la Belgique, de la France et voire même de l'Allemagne. Alors voilà, salaire moyen, l'Estonie 500 €, la Croatie 465 €, la Bulgarie 260 €, la Pologne 480 €, la Slovaquie 480 € aussi, la Slovénie 842 €, la République tchèque 468 €, la Pologne je crois que je l'ai déjà dit, Malte 747 €, bref, mais par exemple un laiton va aller travailler en Belgique, bah, son salaire va tripler en fait, vu qu'il va passer de 430 à 1500 €, et à côté de ça, l'entreprise ne va rien cotiser du tout. Donc au final, le cliché du travailleur roumain, du travailleur polonais, etc., bah, malheureusement il est validé par ça. Je tiens quand même à rappeler que 50% des travailleurs détachés, sur toute la masse des travailleurs détachés, la moitié travaillent dans le bâtiment. Je tiens quand même aussi à rappeler que les routiers subissent une pression de plus en plus grande à cause du régime de travailleurs détachés, mais je ne vais pas traîner plus longtemps car j'en parle dans la vidéo. Voilà, allez, on y retourne. En gros, face au dumping social, on a deux solutions. La protection et la dévaluation. La protection consisterait à supprimer la directive des travailleurs détachés, à rétablir des frontières convenables, etc. C'est d'ailleurs ce que proposent les groupes eurosceptiques et souverainistes au Parlement européen en sa veille d'élection. L'autre solution, la dévaluation, consiste à diminuer nos standards sociaux, à diminuer nos conditions et à augmenter par exemple les heures à prester, à diminuer les salaires pour être concurrentiels par rapport aux travailleurs de l'espace économique commun. C'est d'ailleurs ce qu'a proposé la Commission dans une directive, elle proposait notamment d'augmenter les heures de travail des routiers européens et de diminuer leur temps de repos au final pour qu'ils soient beaucoup plus concurrentiels par rapport aux travailleurs détachés. Ah, ça me semble assez libéral là, comme vision de l'économie. Ah mais oui, c'est vrai, j'avais démontré dans la précédente vidéo. Article 119, libre concurrence et ouverture des marchés. Article 32, compétitivité. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. N'oublions pas de préciser que cette directive ne changera jamais et ne sera jamais supprimée, étant donné que les travailleurs détachés viennent tous des pays de l'Est. Les pays de l'Est y sont forcément favorables, et de toute façon, les mecs ont vocation à rentrer dans leur pays. C'est un petit peu logique, hein, quand vous êtes un état dans lequel vous avez beaucoup d'employés qui sont payés au quadruple, ou voire au quintuple du salaire normal, bah ça se retrouve en TVA, en impôts, en taxes, enfin bref. C'est tout bénef pour l'État, donc les pays de l'Est seront jamais pour la suppression complète et définitive du régime de travail détaché. Donc, au final, la présence de barrières physiques en Union Européenne, ça peut pas être pour endiguer le dumping social vu qu'il est accepté par le modèle économique. On érige surtout en fait une espèce d'Europe forteresse pour éviter d'assumer les migrants qu'on a créés avec les guerres qu'on a menées, notamment sous l'égide de l'OTAN. Syrie, Libye, Irak, Afghanistan. D'ailleurs, quand on regarde les pays qui arrivent en tête en termes de migrants qui arrivent chez nous, bah ce sont la Libye et l'Afghanistan. Le premier, c'est un état fantôme qui court partout, une espèce de dictature bizarre où on a rétabli l'esclavagisme depuis qu'on a tué son dirigeant Kadhafi grâce à la sacro-sainte intervention française. Et pour ce qui est de l'Afghanistan, ça va faire 13 ans qu'on y est, on a tué des centaines de milliers de personnes. Mais à mon avis, c'est ce qu'il fallait pour amener la liberté et la démocratie. Donc en fait, si je comprends bien, tu expliques que les murs de séparation qu'on a construits en Europe et notre volonté de ne pas accueillir les migrants vient en fait de la politique américaine. Oui, bah oui, c'est indiscutablement un élément à prendre en compte. Sachant que la politique militaire européenne est liée à celle de l'OTAN par l'article 42 du traité de l'Union Européenne, bon d'accord,
Mais au final, tu tournes autour du pot, tu n'as toujours pas dit si Trump avait raison ou pas. Car c'est beaucoup plus complexe que ça. Des murs de séparation et des barrières physiques entre les États et des choses qui entravent la liberté de circulation, il y en a toujours eu dans notre histoire. Au Moyen-Âge, c'était les murailles des châteaux et éventuellement les grandes forêts européennes qui empêchaient les gens de se déplacer. Nous sommes dans une période de l'histoire où la mondialisation n'a jamais été aussi rapide et n'a jamais été aussi forte, et des gens voudraient, à juste titre, en tout cas avec un raisonnement cohérent, supprimer toute entrave à la liberté de circulation pour rester dans cette dynamique de mondialisation. La liberté de circulation totale, elle a un avantage qui est aussi un inconvénient, c'est celui de ne pas se faire contrôler à la frontière. Ne pas se faire contrôler à la frontière, c'est très bien en termes de circulation, ça permet aux citoyens d'être tranquilles. Par contre, en termes de sécurité, ça peut être très problématique dès qu'il y a un danger qui se profile. Mais en même temps, il est vrai qu'une civilisation fermée hermétiquement qui empêche toute entrée, elle court à sa perte. Il n'y a pas et il n'y aura jamais de solution miracle en politique. Mais aujourd'hui, nous sommes face à un cas historique. Avec l'espace Schengen, on a ouvert les frontières intra-européennes, on a supprimé toute forme de contrôle, mais on n'a jamais autant rétabli de murs de séparation à l'intérieur des États eux-mêmes. Les blocs de béton sur les marchés, l'armée dans la rue. Du coup, est-ce réellement positif d'abolir les frontières extérieures pour les rétablir encore plus fortes à l'intérieur? Sans oublier que grâce à Schengen, il est beaucoup plus facile pour une personne recherchée et dangereuse de passer d'un pays à un autre. On s'offusque pour des rétablissements de contrôle aux frontières, pour un retour des frontières physiques et des frontières avant l'Union Européenne, mais par contre, personne n'ose parler et personne n'attrape à bras-le-corps le problème du fichage des IP sur Internet, du système INDECT de l'Union Européenne qui contrôle les mails, des écoutes téléphoniques américaines. Tout cela, personne n'en parle. Putain d'égoïste. Donc au final, ce que Trump applique, c'est pas tellement plus mal que bien. C'est tout simplement un choix qui s'inscrit dans une certaine vision de la politique, de la sécurité et une certaine vision de l'histoire.